Vous aimez les super-héros et le cinéma? Eh bien ça tombe bien, parce que moi aussi, à l'occasion cette semaine de la sortie du tout nouveau film Ant-Man and the Wasp Quantumania, le nouveau film des studios Marvel, je me suis dit que c'était le moment idéal pour revenir sur l'une des histoires de production les plus fascinantes. Le récit bien compliqué d'une réalisation chaotique entre Edgar Wright et Marvel. Alors sortez les popcorns et détendez-vous, sans oublier évidemment le petit pouce bleu et l'abonnement, et laissez-moi vous raconter les dessous d'un film qui n'aurait jamais dû sortir. Vous connaissez tous Ant-Man, un film sorti en 2015, réalisé par Peyton Reed avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas et j'en passe et des bananes. Scott Lang, un ex-voleur expérimenté à peine sorti de prison, est choisi par le docteur Hank Pym pour endosser le costume d'Ant-Man et utiliser ses capacités spéciales pour accomplir une mission importante. Avec l'aide de Pym et de sa fille Hope, Scott doit apprendre à maîtriser ses capacités d'Ant-Man et affronter Darren Cross, interprété par Corey Stoll, qui veut utiliser la technologie du costume pour créer une arme dévastatrice du nom de Yellow Jacket. Au fil de l'aventure, Scott découvre l'importance de la responsabilité, de la famille, tout en sauvant évidemment le monde de la menace de Cross. Ça c'est vraiment le pitch du film. Maintenant, côté comics, les origines sont légèrement différentes. Bien que le comics créé par Stan Lee, Larry Lieber et Jack Kirby en 1962 fait bien mention de Scott Lang, un cambrioleur malin qui finira par récupérer la combinaison après que Henry Pym lui donne l'autorisation de l'utiliser, c'est plutôt sur l'histoire de Pym que le récit se focalisera. Dans les grandes lignes, Henry Pym c'est un brillant scientifique qui a découvert un groupe rare de particules subatomiques qu'il a appelé les particules Pym. Elles lui permettent alors de changer de taille et devenir soit très petit ou alors soit très grand. Avec l'aide de ces particules ainsi que de son intellect hors norme, il faut le dire, il est très intelligent, et bien Henry il parviendra à en maîtriser son potentiel tout en devenant Ant-Man, combattant de nombreux ennemis à travers le temps tout en changeant d'alias au fur et à mesure des aventures comme celui de Giant Man, Goliath ou encore Yellow Jacket. Bien que cette option n'ait jamais vraiment été adaptée dans le Marvel Cinematic Universe, c'est bien Pym sous le costume d'Ant-Man qui marquera les fans de comics en devenant, en compagnie de Janet sa femme, Thor, Hulk et Iron Man, les véritables membres fondateurs des Avengers. Il va marquer également l'univers partagé avec son intelligence exceptionnelle et ses compétences en ingénierie robotique, notamment pour avoir imaginé et construit de nombreuses technologies avancées, ou encore pour être à l'origine de la création du personnage iconique d'Ultron. Un personnage qui aura par la suite eu d'autres identités, comme celle par exemple de Scott Lang, ou même de Eric O'Grady. Une histoire qui semble être passionnante dans les comics, mais qui par bien des aspects se détache de beaucoup par rapport à son adaptation signée Marvel et Disney. Je suis Ant-Man. Ant-Man. Vous avez jamais entendu parler de moi? Et alors pour en revenir au film, sans être considéré comme un chef-d'œuvre ni le meilleur film du MCU, clairement, les retours sont globalement positifs. Ant-Man se veut très différent des autres films de super-héros, beaucoup plus léger, avec un ton presque aux antipodes des autres métrages comme Captain America ou même Avengers l'ère d'Ultron, et on pourrait à la limite lui concéder sans équivoque la qualité indéniable de ses effets spéciaux et visuels très réussis et surtout très impressionnants. Mais il n'est au final pas non plus exempt de tout défaut. On lui reproche par exemple son manque de profondeur concernant les personnages secondaires, très souvent mis de côté, voire mal castés, ainsi qu'un manque total de gravité par rapport au reste de l'univers étendu, comme si cette histoire se passait dans un genre de microcosme. Au final, bien que le film ait pu être apprécié ou même détesté, tous s'accordent à dire que la mise en scène de ce premier opus se démarque énormément de ses suites ou même des autres films du Marvel Cinematic Universe. Une mise en scène assez différente de celle de Peyton Reed, mais bien plus représentative de celle d'Edgar Wright, scénariste et ancien réalisateur du film, parti en pleine production, ayant claqué la porte au nez des studios Marvel pour différents artistiques. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas le bonhomme, voir sa filmographie, laissez-moi essayer de résumer ça de façon rapide. Edgar Wright, c'est aujourd'hui plus de 25 ans de carrière et 8 films à son actif, dont Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Le Dernier Bar avant la fin du monde, Scott Pilgrim vs The World, Last Night in Soho, ou encore le très bon Baby Driver. Très jeune, il se passionne pour le cinéma, un art qui lui donne l'envie de devenir réalisateur, et après quelques années à s'entraîner avec la caméra de la famille, il parvient lors de ses 20 ans à réaliser son premier long métrage. Même s'il n'est pas vraiment satisfait du résultat, c'est un film qui lui permet d'être repéré par certains studios qui lui propose alors de réaliser quelques épisodes de diverses séries comiques. C'est justement à ce moment-là que les choses elles vont commencer à s'accélérer pour lui, parce qu'en 1998, alors à peine âgé de 24 ans, il va faire la rencontre de quelqu'un, et pas n'importe qui, c'est bien Simon Pegg, un jeune acteur et scénariste anglais, qui va lui proposer de réaliser quelques épisodes pour la série Spaced, une série décalée devenue très rapidement culte, inconnue en France, et qui bouleversera sa carrière à tout jamais. Quelques années plus tard, après un succès bien mérité et 2 nominations au BAFTA quand même, c'est pas rien,
Edgar Wright réalise un film qui va marquer vraiment le cinéma, et il s'agit de Shaun of the Dead, avec en rôle principal Simon Pegg et Nick Frost, deux acteurs présents dans Spaced, avec qui il retournera dans d'autres projets par la suite. Shaun of the Dead, c'est un énorme succès commercial et surtout un énorme succès critique. Tous, à travers le monde, saluent la performance et certains magazines, quand même, le classent comme meilleur film de zombies de tous les temps. Fun fact, après avoir visionné le film, le réalisateur de génie derrière des grands films de zombies, George Romero, proposera directement à Simon Pegg et Edgar Wright de venir faire une petite apparition en tant que zombie dans son nouveau film Le Territoire des Morts. C'est quand même assez classe. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce film Shaun of the Dead, c'est qu'il fascine. Il fascine par son contrôle total du rythme, que ce soit par son montage, les inserts, les zooms, les cuts en tout genre, par son mélange des genres parfaitement exécuté, par son discours à la fois sérieux et drôle, mêlant parodie de film et référence à pop culture, ou encore par son aptitude exceptionnelle à parfaitement gérer les séquences de musique, qu'elles soient intra ou extra-diégétiques. Edgar Wright, un nom qui commence à se faire connaître de plus en plus, que ce soit en Angleterre, en Europe ou bien directement dans le monde, et qui arrive jusqu'aux oreilles d'un nob et pas n'importe lequel, je pense que vous l'avez. Il s'agit évidemment de Kevin Feige, l'actuel directeur de Marvel Studios. Pour comprendre au mieux toute la complexité de cette situation, mais surtout de cette production, je vous propose de faire un petit tour dans la DeLorean et faire un bond de 4 ans en arrière au début des années 2000. Juillet 2000, c'est un mois et surtout une année qui aura marqué énormément les cinéphiles et les fans de comics à travers le monde. C'est la sortie en salle du live-action X-Men réalisé par Bryan Singer et produit par Marvel Entertainment. 2 mois avant la sortie du film, voyant le filon à exploiter, Marvel Entertainment, n'ayant pas de studio de cinéma, signe un contrat avec Artisan Entertainment pour adapter en film, à la télévision et sur internet, 15 franchises dont Captain America, Thor, Black Panther, Deadpool, Iron Fist, Morbius, Longshot, Power Pack, More the Dead Teenager et bien sûr Ant-Man. En 2003, soit 3 ans plus tard, c'est alors qu'Edgar Wright, en pleine production de Shaun of the Dead, se voit proposer d'écrire un script en compagnie de Joe Cornish sur Ant-Man pour un possible tournage l'année d'après. Les mois passent, le duo propose un script et sans nouvelles du studio, ils décident tous les deux de passer à autre chose. Deal qui prendra fin l'année d'après au final pour de nombreuses divergences artistiques et financières. Et c'est en 2005, pendant la pré-production de Hot Fuzz, que le duo de scénaristes va faire une rencontre déterminante pour la suite. Désireux de poursuivre le projet Ant-Man, ils décident de proposer directement leur script auprès de Marvel Studios, puis par la suite à Kevin Feige, l'actuel numéro 2 de Marvel Studios. Après quelques temps de réflexion, celui-ci accepte et décide de reprendre les rênes du projet, tout en réfléchissant à une possible adaptation d'autres personnages ou alors d'autres super-héros. La même année, c'est en direct de la Comic-Con de San Diego que Kevin Feige annonce son projet de Marvel Cinematic Universe, accompagné alors de 2 réalisateurs. Jon Favreau, le premier qui réalisera Iron Man, et Edgar Wright pour réaliser Ant-Man. Les objectifs sont clairs: créer une franchise de films qui aurait pour point de départ Iron Man, puis après par la suite Ant-Man. Mais comme vous le savez, les choses ne vont pas exactement se passer comme prévu, et bien que le film Iron Man sorti en 2008 soit un énorme succès qui permet à Kevin Feige de lancer officiellement la première phase du Marvel Cinematic Universe, du côté d'Ant-Man et d'Edgar Wright, les objectifs ne sont plus vraiment très clairs. Bien que le script choisi et validé par Kevin Feige soit le même depuis sa création en 2003, une deuxième ébauche, toujours avec l'aide de Joe Cornish, est mise en chantier. Wright annonce ne pas pouvoir s'occuper du bébé avant d'avoir terminé son nouveau film sur lequel il travaille du nom de Scott Pilgrim vs. The World, une adaptation du célèbre comic du même nom sur lequel il a une liberté artistique totale et illimitée, une condition obligatoire pour lui. Environ une année plus tard, Kevin Feige, devenu maintenant président chez Marvel Studios, annonce que le film Ant-Man, toujours réalisé par Edgar Wright, devrait entrer en production juste après la sortie d'Avengers. La même année, on apprend qu'Edgar Wright et Joe Cornish retravaillent le script, jugé trop différent des nouvelles envies et ambitions de Marvel pour sa future phase 2. Wright annonce alors une info sur le script qui fait l'effet d'une bombe et perturbe les fans du comics. Les personnages de Hank Pym et Scott Lang, les 2 premières incarnations de l'Homme-Fourmi, seront inclus dans l'adaptation des aventures du héros au cinéma ensemble, ce qui automatiquement montre encore une fois l'envie d'adapter sans copier les histoires originelles. Et après plus de 6 ans sans vraiment de nouvelles, à part des réécritures de script, c'est lors de la Comic-Con en 2012 que le premier test footage est dévoilé, 6 ans après l'avoir annoncé en 2006.
Le public est alors conquis, et les premiers tests dissipent les doutes qui se sont installés parmi les fans et annoncent de futures scènes très cool, voire totalement inédites dans le MCU. Et encore une fois, les choses se gâtent. Malgré un intérêt certain de la part des fans, Marvel de son côté n'a pas l'air très décidé sur l'avenir de ce film. Initialement pensé pour sortir en 2013, le film est décalé à une date ultérieure, le temps que Kevin Feige et ses équipes déterminent si Ant-Man sera introduit avant ou après Avengers 2. Ce qui laisse le temps à Wright d'aller poursuivre son aventure en solo en réalisant Le Dernier Bar avant la fin du monde, ce troisième opus de ce triptyque qu'est la trilogie Cornetto, une trilogie de films comprenant Shaun of the Dead, Hot Fuzz et évidemment Le Dernier Bar avant la fin du monde. L'occasion pour lui de souffler un peu vis-à-vis des décisions de Marvel, il est saoulé à ce moment-là, il n'en peut plus et toutes les décisions autour du script et de Marvel commencent vraiment à l'agacer. Et ce qui l'agace, et on peut le comprendre, c'est qu'il perd de plus en plus de contrôle créatif sur ce projet. Edgar Wright, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir le contrôle total du début à la fin, du scénario à la réalisation, voire à la production. Comme à son habitude, ce troisième opus trouve son public et se retrouve une nouvelle fois salué par la presse et le public pour sa mise en scène léchée, son montage excellent et son humour toujours aussi percutant. Notons d'ailleurs qu'il s'agit à ce jour de la dernière collaboration entre Simon Pegg et Edgar Wright. Après de nombreux épisodes de déception, de problèmes et de changements de plan, le feuilleton des aventures d'Edgar et Kevin repart de plus belle. Pile quand le public pensait enfin voir débarquer Ant-Man en janvier 2015 pour conclure la phase 2, Edgar et Joe se voient obligés une nouvelle fois de repartir en réécriture afin de procéder à de nombreuses corrections sur le script. Les directives sont claires. Ce scénario doit s'insérer avec cohérence dans l'univers déjà établi depuis Iron Man 1. Et là où ça rend l'exercice compliqué, c'est dans la mise en œuvre de cette tâche. Comme vous le savez, depuis le début de la phase 1, Kevin Feige et Marvel prévoient de nombreux films à venir, projets et idées qui viendront petit à petit se greffer à cet univers partagé que le MCU, comme les pièces d'un puzzle qui changent tous les mois et qu'il faut absolument caser pour former un dessin. Mais Wright le répète, il est clair, net et précis sur ce qu'il veut. Le film se doit d'être une origin story standalone et non un film à la Avengers, l'histoire doit se focaliser sur Scott et Hank et non sur le reste des super-héros. Et c'est là que les choses vont totalement lui échapper. Après de nombreuses réécritures qui ont lieu entre 2013 et 2014, Marvel, qui n'est toujours pas satisfait du script, qui ne correspond pas à ses attentes ou qui ne fonctionne tout simplement pas selon leurs critères, décide de faire l'impensable. Faire totalement réécrire le script et corriger ce qui ne va pas par d'autres scénaristes, sans proposer à Joe Cornish et Edgar Wright de participer. Quelque chose qui ne va vraiment pas passer, surtout que Kevin Feige officialise ce script comme le nouveau scénario du film. Imaginez-vous avec un script que vous écrivez depuis 10 ans, partir en vacances et quand vous revenez, on vous dit que le script que vous avez écrit, que vous avez imaginé, n'est plus le script maintenant qui sera choisi. Et surtout qu'on l'a fait vraiment dans leur dos en plus, ça le pire. Et après cette entretenu avec Marvel et Kevin Feige, le studio et le PDG de celui-ci font la confidence suivante. Ils ne sont pas satisfaits du projet. Ils ne veulent pas d'un scénariste ou d'un producteur, mais seulement d'un réalisateur, ou plus communément appelé un yes man, sans forcément pouvoir avoir quelque chose à dire sur le script ou sur l'adaptation. Edgar Wright, soucieux de vouloir rester dans la compétition et adapter ce film qui l'intéresse énormément, il va prendre une décision que je peux comprendre, il va choisir d'écouter néanmoins le script et de lire avec les autres scénaristes ce qui pourrait être le nouveau film Ant-Man. Le résultat, il est sans appel. Malheureusement, on pouvait s'y attendre, il va détester du début à la fin. Trop de changements, trop de choses qui ne lui plaisent pas, comme l'arrivée de nouveaux personnages beaucoup plus là pour faire vendre des jouets qu'autre chose, et il va prendre une décision lourde de sens, quelque chose qui est très dur pour lui, mais il n'a pas le choix, ça ne lui plaît vraiment plus, et il n'a plus aucun contrôle sur ce qui se passe. Il va claquer la porte au nez de Kevin Feige et de Marvel sans se retourner et abandonner à 3 mois du tournage le film Ant-Man. Marvel à ce moment-là se retrouve acculé et pour sauver les meubles aussi près du tournage, Feige rassemble une équipe de scénaristes de secours. Et c'est finalement Paul Rudd, acteur principal, qui va trouver la solution en appelant son ami Adam McKay, scénariste et réalisateur derrière des films à succès aujourd'hui comme Very Bad Cops, The Big Short, Vice ou encore dernièrement Don't Look Up. McKay rejoint l'équipe de scénaristes principales, limite il les remplace et en compagnie de Paul Rudd, l'acteur et aussi donc scénariste, ils vont réécrire le script. McKay n'a qu'une seule consigne, même s'il en meurt d'envie, il est impossible pour lui de réaliser un film, beaucoup trop occupé avec la production de son dernier film The Big Short. Pendant plusieurs semaines, les deux amis vont se relayer et même bosser ensemble pour réécrire totalement le script en gardant certaines des meilleures idées d'Edgar Wright, proposant les leurs tout en se calant sur les directives de Kevin
Feige et de Marvel Studios. Une fois le script terminé, les exécutifs contents, c'est le réalisateur Peyton Reed qui est choisi pour réaliser ce film. N'ayant aucun contrôle sur le scénario ou sur les décisions, il le sait, hein, pas de problème. Et ce réalisateur, à ce moment-là, en fait, il est un peu inconnu, n'ayant réalisé surtout que 2 films, Bye Bye Love et Yes Man. Peut-être une des raisons pour laquelle il a été choisi d'ailleurs. Il accepte le deal et commence rapidement le tournage. Le film a une date et il ne faut pas la louper, ça reste toujours janvier 2015. Mais alors du coup, je me suis dit, même si aujourd'hui nous ne connaissons toujours pas en détail l'histoire et les scénarios originellement développés par Wright et Cornish, certaines informations remontent de plus en plus à la surface. Et en regroupant diverses coupures de presse, interviews, je suis parvenu à comprendre et même entrevoir la direction que voulaient prendre les 2 scénaristes. Et impossible à dire si ce script aurait été meilleur que celui proposé à sa sortie, mais le pitch de base, l'ambiance et le style promettait déjà quelque chose de plus fidèle aux comics. Dans le script originel, l'histoire n'était pas principalement focus sur Scott Lang, mais sur les 2 alias. En effet, Wright et Cornish voulaient davantage mettre en avant Hank Pym et Scott ensemble, plutôt que seulement l'un des 2. Le film aurait donc dû commencer par un prologue dans les années 60, où nous aurions alors retrouvé Hank Pym à ses débuts, combattant le crime, essayant de jongler entre son travail de scientifique et son devoir de héros. Une sorte de conte d'un nouvel âge, nous racontant à l'aide de flash-forward à la fois l'histoire et l'origin story d'Hank, ainsi que celle de son successeur. Au final, le film aurait été une sorte de braquage avec le vol du costume d'Ant-Man, très second degré et plus proche du style d'Edgar Wright que celui de Marvel. Un film très proche des comics, faisant plaisir aux lecteurs, ainsi qu'aux néophytes du genre. Pour rester le plus objectif possible avec cette vidéo, je me suis dit qu'il était nécessaire pour moi de vous montrer ce qui avait été changé, les similarités, les différences, que s'est-il passé entre le script d'Edgar Wright et le script d'Adam McKay et de Paul Rudd. C'est pourquoi j'ai préparé plusieurs points que je vais vous détailler tout de suite. On parlait d'une certaine Emily, une fille du quartier qu'on avait bien connue tous les 2. C'est même la première paire de seins que j'ai touchée de ma vie. Te perds pas dans les détails, dis-moi juste les trucs qu'il faut savoir. Continue. Premièrement, l'une des séquences qui me fait le plus penser à la mise en scène d'Edgar Wright est celle du montage Michael Pena. Je pense que tout le monde y a pensé. 2 fois dans le film, le personnage de Louis nous parle de la source qui lui donne l'envie de se lancer dans un braquage. 2 séquences de montage fortement dynamiques et amusantes où la réalisation sert l'humour. Une approche très représentative du style filmique d'Edgar Wright, mais qui, d'après Peyton Reed, le réalisateur, serait un de ses ajouts de dernière minute, mais non une scène reprise du script de Wright. Deuxièmement, on peut penser à l'arrivée des Avengers ou ici l'arrivée du Faucon. Comme expliqué précédemment, Wright voulait essentiellement un film centré sur nos 2 protagonistes, Hank et Scott, et sans interférence extérieure d'un ou plusieurs personnages ou même d'Avengers. C'est pourquoi il est tout à fait possible d'expliquer qu'il s'agisse d'une obligation émise par le studio après le départ de Wright afin d'ancrer Scott au reste des Avengers pour préparer son personnage à plus de responsabilités dans les films de la phase 3 comme Avengers Endgame par exemple. Troisièmement, j'aimerais vous parler de la scène du braquage, une séquence qui tenait particulièrement à Edgar Wright et qui fut presque modifié, voire modernisé dans sa version finale. En effet, Reed et McKay rajoutent la 2e phase du braquage qui selon moi est limite meilleure et dans laquelle Scott Lang fait geler de l'eau pour faire sauter un coffre. Une très bonne idée, suggérée par un spécialiste de la sécurité consulté par le réalisateur. Mais ce qui est clair néanmoins, c'est que le mariage créatif qui unissait Kevin Feige et Edgar Wright n'aura pas été de tout repos. Que chacun avait une vision d'ensemble, chacun campait sur ses positions et rien n'a pu empêcher l'inévitable. Le départ d'Edgar Wright des commandes d'Ant-Man a laissé beaucoup de questions en suspens et une certitude, celle de ne jamais voir à l'écran l'histoire proposée par le génie derrière Baby Driver et Last Night in Soho. Un choix que semble regretter Joss Whedon, l'ancien réalisateur d'Avengers et Avengers l'ère d'Ultron, qui n'hésite pas à réaffirmer des années plus tard que le scénario d'Edgar Wright est le meilleur que Marvel ait jamais eu en sa possession. Il cite alors « Le scénario d'Edgar Wright n'était pas seulement un très bon scénario. C'est l'un des meilleurs scénarios que Marvel ait jamais reçu et que j'ai pu lire. Je n'avais aucune affinité avec Ant-Man. Puis j'ai lu le script. Ça me rappelait les comics que je lisais à l'époque, irrévérencieux et drôles. C'était ça qu'il fallait. Je ne sais pas où les choses ont déraillé, mais ça m'a rendu très triste. Je me suis dit, ce film est une pure folie et c'est exactement ce que Marvel doit faire. Peu importe d'où venait la dissonance, je ne comprends pas comment la collaboration a pu capoter. Elle semblait si parfaite. Mais je ne vais pas rejeter toute la faute sur Marvel ou dire qu'Edgar Wright est devenu fou. Mais j'avais la sensation qu'ils se complétaient grâce à leurs différences. Et puis, quelque chose est arrivé. Pour finir, je pourrais vous parler de nombreuses séquences différentes ou similaires, mais quoi que l'on puisse dire, il n'y aura rien que l'on puisse faire.
En définitive, le film existe et il est impossible de savoir à l'heure actuelle la quantité d'idées présentes ou non dans le montage final. Même si ce film a quand même plu dans l'ensemble, il reste à ce jour l'un des plus gros flops financiers du Marvel Cinematic Universe. Et à l'aube de la sortie de son 3e opus, qui pourrait bien être le dernier, on est en droit de se poser la question de savoir si Marvel Studios a fait de bons choix. Cette trilogie a-t-elle eu un réel intérêt en dehors d'être des films annonciateurs, des bandes annonces, pour annoncer un personnage ou une phase, préparer des films comme Avengers Endgame ou alors l'arrivée de Kang. Les réalisatrices et réalisateurs d'aujourd'hui ont-ils eux aussi encore un contrôle limité sur leur superproduction? À l'époque des crunchs, des studios de CGI qui dénoncent des conditions de travail souvent chaotiques en bossant pour Marvel, du public toujours plus exigeant et d'un calendrier toujours plus rempli, que ce soit en termes de films ou de séries, on peut facilement s'interroger sur le futur qui commence à se dessiner devant nous. Va-t-on se diriger vers la mort lente de la créativité, du choix, de la mise en scène, de tout ce qui fait qu'on aime vraiment le cinéma pour s'enfoncer dans l'obscurité de la facilité, du contrôle, des remakes, des suites, des films sans saveur, motivés davantage par l'envie d'amasser énormément d'argent plutôt que de vraiment raconter quelque chose, se fondant dans la masse, ne prenons aucun risque, toujours les mêmes codes et basta. Ou alors, va-t-on sortir de cette chaîne, briser les liens qui nous enferment dans cette médiocrité pour enfin montrer que le public, les spectateurs, l'audience sature et en a marre et désire surtout autre chose, de nouveaux codes, une nouvelle ambiance, un nouveau délire, de nouveaux scénarios, beaucoup plus centrés sur ce que veut vraiment le public, ainsi que les réalisateurs et réalisatrices. Quelque chose de différent. Et pour finir, je dirais que les films de super-héros peuvent vraiment être géniaux, et beaucoup, hier comme aujourd'hui, parviennent encore à se démarquer et sortir leur épingle du jeu, que l'on aime ou que l'on n'aime pas. Des artistes comme Edgar Wright, Chloé Zhao, Taika Waititi, Zack Snyder et j'en passe, proposent encore du contenu d'une richesse extrême. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, si vous ne connaissiez pas cette histoire autour d'Edgar Wright et de Ant-Man, dites-le moi en commentaire, si ça vous a intéressé ou non aussi, ça me ferait plaisir de vous lire et de répondre. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est comme ça que la vidéo précédente a été autant référencée, autant mis en avant, et vous avez été plus de 2500 à vous abonner, donc merci beaucoup pour vos retours, pour votre gentillesse, ça m'a fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu, ça soutient beaucoup la chaîne. Merci à tous d'avoir été présents. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Orelzweig, qui est donc la voix que vous avez entendue sur le passage sur Joss Whedon. Il a une chaîne où il revient sur des interviews avec des comédiens de doublage. Je vous invite à vraiment aller découvrir sa chaîne, c'est exceptionnel. Et encore une fois, un grand merci à tous. On se retrouve évidemment dans une prochaine vidéo. C'était Sébastien. Ciao tout le monde.